J'ajoute des analystes sur ce sujet qui nous a tous marqués. Emmanuel, Mario et Paul sont avec moi. Alors, cet événement-là, peu importe le type d'enquête, là, il a servi vraiment d'électrochoc là, pour mettre en lumière toutes sortes de problèmes liés aux immeubles, liés aux inspections, aux pratiques d'Airbnb aussi, Mario. Oui, absolument. Absolument. Et, les inspections de la ville, entre autres, et des appartements qui n'avaient aucune issue de secours. Il y a plein de questions qui ont été posées. Sur les règles d'Airbnb, moi, je dois dire, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a eu à un certain point exagération. C'est-à-dire qu'on est devenu, oui, il faut que ce soit encadré, oui, dans un contexte de pénurie de logements, on ne peut pas tout louer à Airbnb. Mais j'ai entendu des élus, moi, je suis un utilisateur, mettons, d'Airbnb. Je ne veux pas venir à la TV et dire c'est épouvantable, c'est écœurant, c'est un scandale Airbnb. On va dans d'autres villes dans le monde, on loue un appartement, on paye le prix, c'est bien propre, on vit là quelques jours, on est bien heureux. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont été un petit peu hypocrites. Là. Donc, oui, il faut que ce soit encadré, il faut que les lois s'appliquent. Mais là, il y a eu un bashing, un salissage d'Airbnb un peu exagéré. En même temps, la loi s'applique ce vendredi de Caroline Proulx, donc avec des sanctions très, très lourdes. Mais en même temps, Mario, je t'écoute, mais l'électrochoc, c'est que plusieurs ont réalisé à quel point il y avait des tricheurs. Donc, qui louaient leur appartement alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Dans les quartiers, ils n'avaient pas le droit de le faire, sans payer les taxes que tout le monde paie comme bon citoyen, entre autres choses. Sans parler aussi, Emmanuel, sans parler de la question de la sécurité là, qui nous a éclaté en plein visage. Oui, Emmanuel? Mais des tricheurs, il y en a encore. Là. Allez sur Airbnb aujourd'hui, là, vous allez voir que c'est très facile de louer pour la fin de semaine, même en septembre, des appartements dans le Vieux-Montréal, alors qu'il n'est pas supposé avoir des Airbnb dans le Vieux-Montréal. Je pense que ça illustre deux choses. C'est à quel point c'est difficile. C'est une chose que Québec va réglementer, mais il faut que la Ville puisse faire respecter ses propres règles et à quel point c'est difficile pour elle de le faire. Parce qu'ils ne sont pas identifiés, ces appartements-là. Et ça, je pense que c'est une lacune au Québec. Mario disait qu'on voyage tous, on va dans des Airbnb. Moi, j'étais au Portugal cet été, dans des Airbnb. Et les Airbnb, ils sont identifiés comme des appartements touristiques, justement pour faciliter le travail des enquêteurs. Il reste encore des trous à combler. On va changer de ville. Parlons du projet de tramway à Québec. Encore un report, encore du retard. Les consortiums là, qui veulent encore du temps pour fixer leur prix. Là. Rappelons-nous ce que le maire Marchand a dit il y a une semaine. Les nouvelles sont pas meilleures aujourd'hui. Extrait. La gestion des finances est importante pour nous, la rigueur financière. Alors, on va trouver l'équilibre là-dedans. Et si jamais les consortiums n'étaient pas capables d'accepter un prix que moi, je trouve intéressant, il va falloir trouver d'autres solutions. Puis ces solutions-là, on est déjà en train de les préparer. Alors, le tramway va se faire. Le tramway va se faire, mais pas à n'importe quel prix. À devoir, Paul, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que c'est un autre projet de transport qui va couler? C'est pas... la question se pose, Sophie, c'est pas anodin là, ce que le maire de Québec vient de dire. Sophie, moi, ce que j'entends du côté de Québec et ce que je constate là, depuis quelques jours, parce que je parle à des contacts là, depuis un petit moment, on est soufflé à Québec par rapport aux projections qu'ils viennent de recevoir sur l'explosion des coûts du projet de tramway de Québec. Rappelons-nous, 3,6 milliards, là, c'était le dernier chiffre sur la table, c'était l'entente Québec-Ottawa et la Ville de Québec. Et là, c'est difficile d'avoir un chiffre. Mais Sophie, on me dit que, potentiellement, du simple au double est une hypothèse sérieuse. On parle donc d'un projet de plus de 7 milliards de dollars. Et Sophie, est-ce que, parce qu'évidemment, du côté du gouvernement Legault, on est encore sous le syndrome du bitume, du projet de troisième lien, mais il y a un sérieux problème. Le projet tel qu'on le connaît risque fort de changer. Emmanuel, est-ce qu'on peut encore rêver? Oui, mais il va falloir rêver peut-être un projet un peu différent. C'est sûr que ça va aussi placer, je pense, le gouvernement Legault dans une position délicate. Lui qui a abandonné le projet du troisième lien qui était super populaire et qui, à l'inverse, se voit confronté à jusqu'où est-ce qu'il va aller et mettre de l'argent sur la table parce qu'il s'est engagé à payer 50 des coûts. Mais 50 de quoi? C'est ça la question. Est-ce que le maire Marchand va être obligé de séparer son projet en plusieurs étapes pour le rendre plus digeste? Il faudra voir. Mario, optimiste ou pas? Bien, il y a un autre problème. Il y a le problème des coûts, mais on ne peut pas s'étonner tant que ça, là, avec l'inflation, avec ce qu'on a connu comme coût de construction récemment. On ne peut pas tomber en bonne nouvelle qu'il y a un dépassement. C'est sûr que c'est un dépassement qui semble énorme. Mais il y a un autre problème. Il y a le problème de l'opinion publique. Si tu es pour mettre des milliards et des milliards et des milliards à Québec, là, tu dis, OK. Puis moi, je l'ai acheté, l'argument, qu'une grande ville comme Québec
dans le monde, elles ont toutes des transports en commun structurants. Moi, je le comprends. Mais en même temps, moi, j'habite pas à Québec. Mais si les gens de Québec eux-mêmes, dans une majorité, n'en veulent pas, si t'es pas capable d'avoir des sondages solides qui te montrent qu'au moins une majorité, ne serait-ce qu'une petite majorité de la population de Québec tient au tramway, t'as un problème. Combien de milliards tu vas mettre pour quelque chose que les gens, on n'est pas sûr qu'ils veulent vraiment? Oui, un beau sujet, ça, hein, pour la partielle qui approche là, dans Jean Talon. On devrait avoir une date là, officielle sous peu. Le tramway va sûrement sur le radar des partis là, qui ont fini de se crêper le chignon en se traitant de menteurs à qui mieux. Est-ce que ça va reprendre demain, les hostilités, Mario? Bon, je pense que c'est sur le point d'être déclenché. Par contre, si la question du tramway devient centrale, là, c'est Éric Duhem qui va être un peu seul dans son camp. Là. Il est le seul. Tous les autres partis sont pro-tramway. Bien, la CAQ, on ne sait pas trop, mais officiellement, ils sont pro-tramway. Donc, là, ça laisserait Éric Duhem seul contre le tramway. Mais je suis pas certain que ça va être une question si centrale de la partielle. Oui. En tout cas, pour conférence, c'est ça, conférence de presse demain, là, pour demain, c'est ça. M. Legault confirme que c'est Mme Chouari, fille d'un ancien maire de Sillery, Mario, qui était très proche du Parti libéral là, pendant toutes ces années, qui sera candidate de la CAQ. C'est assez particulier, là. Une lutte à deux entre les deux partis nationalistes dans un comté rouge, en principe, celui de Jean Talon. Emmanuel, dernier mot? Oui, puis à travers tout ça, Mario parlait du Parti conservateur, qui est le seul à être anti-tramway. On nous a offert la plus brillante de toutes les raisons de l'humanité. Parce que son candidat a déjà eu un accident de vélo à cause du tramway de Calgary. Alors, c'est comme ça qu'on fait de la politique maintenant, Sophie. Moi, je vous annonce là, qu'il faut bannir les cuisinières puis les couteaux parce que je me brûle puis je me coupe au moins une fois par semaine. On prend des notes. Au retour de la pause, la pénurie de main-d'œuvre dans nos écoles semble moins importante que prévu. On en discute avec nos 3 collègues dans un moment. Restez avec nous. Je me suis trompée. Elle était bonne, Emmanuel. Oui, c'était très bonne. On aime ça finir de même. 500$, tout le monde s'achète un bicycle électrique. Oui, c'est ça. On a combien de temps dans le bloc, Courteau? Ouais, Sherbrooke, je sais pas comment ils font ça, mais il y avait le vent, en tout cas, ce qu'ils disaient dans les nouvelles. Non, mais je vais m'acheter un bicycle électrique. Adresse à Sherbrooke. Merci. Non, un T-shirt Trump est encore mieux. Tu devrais faire ton bulletin avec un T-shirt Trump. Oui, je sais pas, ça serait jasé, hein? Avec Patrick Huard, il a l'air d'un vieil homme. Ben, c'est quoi, Paul, le vieil homme? C'est à partir de la soixantaine? Non, mais lui, à la cote, on dirait qu'il a pris vraiment un gros coup de vieux. Là. Ouais. Et moi, mon Il choc, aurait ça a pas dû été vendre son, d'apprendre son qu'Yvon condo. Pedneau avait 77 ans. J'en reviens pas. Il avait l'air tout jeune.
Content! Un peu excitée, mais en même temps, j'ai pas trop envie de reprendre les cours. Hier, j'étais comme, oh non, demain, on reprend à l'école. Mais j'ai hâte de rencontrer ma prof de musique, ma prof d'anglais, ma professeure, tout ça, de revoir mes amis. Non, c'est ça la réalité des petits. Ouais. Hein? La joie, on retrouve ses amis, on découvre ses nouveaux profs, on s'ennuie des autres. Il y en a d'autres qui dépriment parce qu'ils s'ennuient déjà de leur liberté. Mais dans le monde des adultes, la grosse préoccupation, c'est le manque d'enseignants. Le ministre Drainville qui a crié au loup, hein, qui lançait des appels très sérieux lundi dernier à l'aide. Les centres de services scolaires ont réussi à éviter le pire, Paul, non? Bien, c'est un peu prévisible parce qu'effectivement, à la toute dernière minute, ils ont mis le paquet, puis sans l'avoir planifié pendant l'été. Mais ça pose la question, est-ce que, oui ou non, le ministre avait raison la semaine dernière de dire qu'il manquerait 8 553 enseignants? Là, on apprend aujourd'hui, c'est 4 fois, il en manque 4 fois et demi de moins que ce qu'il disait la semaine dernière. Puis il savait, M. Drainville le savait que ces chiffres étaient pas à jour. En tout cas, ça a au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur le grave problème de manque de planification, si on veut, dans ce domaine-là. Oui. Fallait crier au loup comme ça, Mario, la semaine dernière? Ça reste que c'est le monde à l'envers. Là. D'habitude, c'est tout le monde crie, puis le ministre calme le jeu, puis il dit non, tout va être correct. Là, c'est le ministre qui a fait une conférence de presse catastrophe, qui a donné le plus gros chiffre qu'on ait imaginé entendre, qui manquait quasiment 9 000 profs. Puis finalement, bien là, aujourd'hui, la rentrée, en tout cas, à Montréal, ça semblait assez bien. Il en manque quelques-uns, il n'y a pas de doute, mais en tout cas, à Montréal, dans bien des écoles, il y en avait 100 du monde. Tout le monde était content. Mais... Il y a comme un écart, mais... Emmanuel, est-ce que ça va devoir être la même chose l'année prochaine? Bien, c'est sûr, parce que cette année, c'est pire que l'année d'avant. La réalité, c'est que c'est pas le cataclysme appréhendé. Mais entendons-nous, c'est pas reluisant, là. Si on est passé de 8 500 à 1 800 en une semaine, là, c'est pas parce qu'on s'est vraiment assuré de trouver les meilleurs candidats. Là. On est dans une logique de bouchage de trous là-dedans. Là. Et ça, inévitablement, c'est la qualité de l'enseignement qui pèse dans la balance. Comme si on avait oublié là, au Québec que l'éducation est un droit et que ça ne devrait pas être une loterie pour nos enfants. Et qu'une rentrée, ça se prépare pas à la dernière semaine. Oui, et ça donne chaud à bien du monde. Et clairement, là, on n'est pas un cas unique au monde non plus. Il y a pénurie de main-d'œuvre dans bien des domaines. On cherche aussi désespérément, là, on l'a vu avec Alain, des préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe? Question de démographie, où sont rendus tous ces travailleurs-là, Mario? Il y a beaucoup de choses. D'abord, on vit dans un contexte de rareté de main-d'œuvre dans tous les pays vieillissants comme le Québec, le Canada. Et donc, tous les employeurs doivent en tenir compte. Tous les employeurs doivent mettre en place des politiques pour être un employeur exemplaire, pour qui on a le goût de travailler. Alors, l'État ne fait pas exception. L'État va devoir être un employeur exemplaire. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, si on parle société, il y a un autre phénomène. Oui, il y a des prises de retraite, mais il y a aussi la semaine de 4 jours. On oublie de le dire dans l'enseignement, dans les services de garde, dans plusieurs domaines où on manque de personnel. On a des gens qui prennent leur retraite, travaillaient 5 jours. Ils sont remplacés par des gradués du printemps passé. En disant, moi, je veux la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup plus de gens qui demandent des semaines de 4 jours. Bien, c'est, je veux dire, à chaque fois qu'à chaque 5 personnes, là, ils t'en donnent une de moins. Là, ils te génèrent un poste comblé de moins. Et ça aussi, c'est... On veut avoir une qualité de vie. De l'autre côté, personne ne dit, OK, mais là, tout le monde veut travailler un peu moins, on va avoir moins de services. Tout le monde veut avoir les mêmes services dans la société, mais en travaillant chacun un peu moins. Faites la mathématique de ça, ça n'arrive pas. Un petit mot là-dessus? Mais en même temps, je pense que les chiffres dont Alain nous parlait, puis Yasmine Abdel-Fadel, elle ajoute aussi pour les infirmières, au rythme où ça va, avec les mesures qu'ils ont mises sur la table, il va manquer 12 000 préposés et infirmières dans quelques années. Moi, je pense que ça rajoute de la pression à la ministre Sonia Lebel, là, dans le cadre des négociations actuelles qui sont en cours. Le gouvernement a lui-même une partie de la réponse. A-t-il les moyens de bonifier substantiellement son offre dans le secteur d'enseignement et dans le secteur de la santé? Un dernier mot, je vais vous entendre sur les prévisions du chef conservateur, M. Poilievre, là, qui nous annonce tout un choc hypothécaire à moyen terme. Là. Et il sait où frapper quand on regarde le dernier sondage léger sur les perceptions des Canadiens. Qui est responsable de cette crise-là? Bien, le fédéral, selon une majorité de Canadiens, Emmanuel. 40 des Canadiens blâment le fédéral. Et parmi eux, selon le sondage léger là, qui a été fait pour la presse canadienne, il y a beaucoup là-dedans, ce sont principalement des propriétaires. Et ce que aussi l'autre sondage que M. Léger avait dans nos pages du journal la fin de semaine dernière, c'est que il y a 55 des gens qui craignent, eux, de ne pas pouvoir payer leur hypothèque. Alors, ce que ça permet à Pierre Poilievre de faire en martelant cet enjeu du logement,
c'est de continuer à critiquer le gouvernement Trudeau, mais en le critiquant sur un enjeu qui touche les angoisses des gens. Puis pour un chef que les Canadiens connaissent très peu encore, bien, c'est enfin l'occasion pour lui de mettre de l'avant ses solutions sur un enjeu auquel le gouvernement n'a pas de réponse. Oui, très vite. Vous y croyez à cette crise hypothécaire tous les deux, Paul, Mario? Vite, 5 secondes. Oui, non? C'est pas ce qu'on définit par une crise. Ça va pas bien là, du côté immobilier, c'est certain. Mais de toute façon, c'est pas important pour Pierre Poilievre. Lui, c'est habile de le dire. Ça fait le type qui s'intéresse aux gens, qui analyse ça. Personne va... Pas d'économiste va y passer un examen dans un an pour savoir s'il avait raison ou pas. Et 6 mois en politique, c'est une éternité, disait Robert Bourassa. Imaginez 2 ans. Merci beaucoup.